Vous écoutez On lit pour vous. Ce que la justice signifie pour les femmes et comment la mettre en œuvre, un texte de la rédaction paru le 4 mars 2026 sur le site ONU Femmes. Découvrez l'égalité juridique pour les femmes et les filles, les obstacles à la justice et comment nous pouvons les surmonter. Maintes et maintes fois, encore et encore. Parce que c'est mon époux. La police ne voulait pas l'arrêter. Je ne pouvais pas partir, car je n'avais nulle part où aller. Ma famille a dit que je le méritais. J'ai perdu mon emploi après avoir dénoncé les faits. C'étaient des soldats. C'étaient des hommes puissants. Je n'étais qu'une jeune fille. Si les lois sont faites pour protéger les valeurs de la société, quel message adressons-nous aux femmes et aux filles lorsque nos lois et nos systèmes judiciaires ne parviennent pas à les protéger? Sans système judiciaire équitable et fonctionnel, nos droits humains ne sont que des mots sur le papier. Malheureusement, de nombreuses femmes et des filles n'ont même pas cela. À travers le monde, les femmes ne jouissent que de 2/3 des droits juridiques dont bénéficient les hommes. En d'autres termes, les lois qui protègent et garantissent les droits humains à la sécurité, à la liberté et aux opportunités défavorisent les femmes et les filles. Aucune nation dans le monde n'est parvenue à instaurer l'égalité à 100%. Selon le dernier rapport du secrétaire général des Nations unies, le fossé en matière de justice de genre est encore plus profond dans la pratique. Le faible niveau d'application des lois existantes ne fait que renforcer les obstacles auxquels les femmes et les filles sont déjà confrontées. De plus, quand la justice ne protège pas les femmes, l'état de droit lui-même commence à vaciller. Le moment est venu. Nous devons agir dès maintenant pour redresser le cap, renforcer l'accès des femmes et des filles à la justice et donner corps à nos droits sans nous contenter de simples promesses. Heureusement, nous savons déjà comment nous y prendre. 44% des pays dans le monde ne disposent d'aucune protection en matière d'égalité salariale pour les femmes. 54% des pays, soit plus de la moitié, ne disposent pas de définition du viol fondée sur le consentement. 45 pays appliquent encore des lois discriminatoires sur la nationalité. Que signifie l'égalité d'accès à la justice pour les femmes et les filles? Qu'est-ce que la justice? Comment pouvons-nous y accéder? La justice permet de rétablir des droits, de démanteler les discriminations systématiques, d'instaurer la confiance et de prévenir de futurs abus en renforçant la responsabilité. Cette forme de justice entend et croit les survivantes, leur accorde des réparations et tient les auteurs d'abus responsables de leurs actes. De plus, dans des contextes de conflit, la justice ne peut pas être reportée ou réservée, elle est essentielle pour progresser vers la paix. La justice reconnaît les droits, la dignité, la voix et les libertés des femmes et des filles, et elle les protège. Les droits des femmes n'ont aucun sens si nous ne pouvons pas les faire respecter. Lorsque nous parlons de l'accès à la justice, nous faisons référence aux lois et aux systèmes, qu'ils soient formels ou traditionnels, qui défendent et protègent nos droits et nos libertés, s'attaquent aux inégalités historiques et exigent des auteurs d'abus qu'ils répondent de leurs actes. Ces systèmes comprennent les forces de police, les tribunaux pénaux et civils,
ainsi que les dirigeants communautaires et religieux qui appliquent des systèmes de justice traditionnels. Qu'est-ce que l'accès à la justice dans la pratique? Des lois qui protègent les femmes et les filles contre la violence et mettent fin à l'impunité. Une femme peut appeler la police sans aucune crainte de représailles ou d'inaction quand elle subit des abus. Les auteurs d'abus savent qu'ils devront rendre compte de leurs actes au système judiciaire. Des lois qui préviennent et mettent fin à la discrimination. La loi garantit aux femmes un salaire égal pour un travail de même valeur et elles peuvent attaquer leur employeur en justice pour discrimination lorsque ces lois ne sont pas respectées. Ou encore, le droit d'une fille à aller à l'école est protégé par la loi afin qu'elle puisse grandir avec les mêmes opportunités que leurs camarades masculins. Des systèmes judiciaires qui croient les femmes et les filles sans préjugés. La police, les avocats, les juges et les autres acteurs du système judiciaire cessent de juger les femmes et les filles sur la base de stéréotypes et de préjugés sexistes afin que les survivantes ne soient pas revictimisées ou blâmées et que justice soit rendue. Une aide juridique accessible et abordable pour toutes les femmes et les filles. Par exemple, une aide juridique est proposée gratuitement à une femme qui n'a pas les moyens de payer les frais de justice et cette femme peut dénoncer une injustice indépendamment de sa race, de sa langue, de ses revenus ou de son statut de citoyenneté. Un soutien pour se relever quand des droits sont violés. Les survivantes de mutilations génitales féminines, MGF, de violences sexuelles ou d'abus en ligne peuvent accéder aux centres de santé, aux services de conseil psychologique et aux services sociaux dont elles ont besoin pour se remettre. Vous écoutez ce que la justice signifie pour les femmes et comment la mettre en œuvre, un texte de la rédaction, paru le 4 mars 2026 sur le site ONU Femmes. Pourquoi l'accès à la justice est-il essentiel pour les droits des femmes? Quand ONU Femmes lutte pour les droits et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles, nous luttons pour la justice. Avec la justice, les droits ne sont plus que de simples mots sur du papier. Les droits deviennent alors un pouvoir. Sans accès à la justice, les femmes et les filles n'ont aucun moyen de demander des comptes aux auteurs d'abus. Les droits sont bafoués, les abus sont ignorés et les crimes restent impunis. Les auteurs de violences détiennent le pouvoir et ce sont des sociétés entières qui en pâtissent. Bien que la justice pénale soit souvent le moyen privilégié pour protéger les femmes, de nombreux combats pour les droits des femmes se déroulent dans des tribunaux civils. La justice civile influence directement la réalité vécue par les femmes et les filles. De plus, lorsque les femmes et les filles ne peuvent pas bénéficier de droits juridiques, dans les domaines du droit de la famille, du travail, de la propriété et d'autres, ce sont souvent les organisations de défense des droits des femmes qui interviennent pour promouvoir leur liberté civile et faire avancer l'égalité des sexes. Qu'est-ce qui empêche les femmes d'accéder à la justice? Dans 7 des 10 pays étudiés, les femmes rencontrent plus d'obstacles que les hommes pour accéder à la justice, même lorsqu'il existe des mesures de protection juridique. Les obstacles courants à la justice comprennent la discrimination à l'égard des femmes et des filles. Même lorsque les femmes signalent des injustices, leur crédibilité peut être remise en cause. Certaines survivantes s'exposent à des représailles
et à une stigmatisation sociale si elles dénoncent un auteur d'abus. Le manque de représentation des femmes. Le secteur de la justice est très largement dominé par les hommes, y compris parmi les personnes qui rédigent les lois, les policiers qui les font appliquer et les juges qui décident de qui croire. Le système judiciaire est donc moins informé et moins responsable envers les femmes et les filles. Le fossé, en termes de mise en œuvre. Quelle que soit la formulation d'une loi, les femmes et les filles continuent de se heurter à des obstacles pratiques, notamment les coûts, la distance à parcourir, la langue et les responsabilités qu'elles assument en matière de soins, ce qui les prive du temps nécessaire pour s'orienter dans le système juridique. Il se peut même qu'elles ignorent leurs droits juridiques. Le fossé est encore plus grand pour les jeunes filles, les femmes âgées et les femmes en situation de handicap, qui peuvent être financièrement ou physiquement dépendantes des personnes qui les maltraitent. Nouvelles technologies. Il est possible de mettre à profit les technologies pour élargir l'accès à la justice, notamment les informations juridiques numérisées et les audiences en ligne. Toutefois, les technologies repoussent également les limites en matière d'abus, notamment les algorithmes qui favorisent les préjugés contre les femmes et les filles. Les auteurs d'abus propagent la violence en ligne de manière anonyme, ciblant souvent des femmes politiques, des journalistes et des militantes face à des réglementations qui sont dépassées. Crise humanitaire et conflits. Les conflits, les catastrophes et les crises pèsent lourdement sur les systèmes judiciaires. Les violences conjugales sont décuplées. L'état de droit s'affaiblit. Entre 2022 et 2024, le taux de violences sexuelles liées à un conflit, y compris les viols, a augmenté de 87%. Les auteurs de ces violences bénéficient d'une impunité quasi totale. Que peut-on faire pour promouvoir les droits des femmes et leur rendre justice? La justice ne va pas de soi. Elle n'est pas simplement accordée. La justice doit être construite, écrite, appliquée et financée. 5 mesures que les gouvernements peuvent appliquer pour rendre justice. 1. Mettre fin à l'impunité. Combler les lacunes, faire appliquer les lois et tenir les auteurs d'abus responsables de leurs actes. 2. Réformer la loi. Supprimer les lois discriminatoires, c'est-à-dire celles qui facilitent et tolèrent un traitement inéquitable des femmes et des filles, ou qui gardent le silence face aux violences qui leur sont infligées. Par exemple, les lois qui autorisent les mariages d'enfants et les MGF, ou les lois qui interdisent aux femmes d'hériter de biens et de se présenter à des élections. 3. Financer la justice. S'assurer que les systèmes judiciaires disposent de ressources suffisantes, notamment pour financer l'aide juridique et les services de justice axés sur les survivantes. Certaines études indiquent que les avantages des services d'aide juridique et des services connexes financés par le gouvernement l'emportent sur leurs coûts. 4. Investir dans le changement. Financer les organisations de femmes qui promeuvent des réformes transformatrices de la justice, qui sont en première ligne pour fournir des services de soutien aux survivantes et mobilisent l'opinion publique, entre autres actions. La présence d'organisations de femmes est le facteur le plus pertinent pour prédire l'action gouvernementale contre la violence basée sur le genre. 5. Utiliser les technologies
et les donner à bon escient. Grâce à l'innovation et à la collaboration, nos lois peuvent rendre justice de manière plus efficace. Il reste beaucoup à faire pour contrer la désinformation et la discrimination, lutter contre les biais algorithmiques et les abus en ligne, élargir les données sur le genre et réduire la fracture numérique entre les sexes. Comment nous pouvons toutes et tous soutenir l'égalité des droits et la justice pour les femmes et les filles? Apprenez. Connaissez vos droits et découvrez pourquoi la justice est importante. Dénoncez. Faites en sorte que cette question soit incontournable. Mobilisez-vous. Soutenez les organisations et les mouvements féministes. Votez. Exigez des dirigeants qui donnent la priorité à l'accès des femmes à la justice, pas seulement dans leurs discours, mais aussi dans les budgets et les lois. Faites un don. ONU Femmes soutient les mouvements de femmes qui œuvrent pour la justice et l'égalité à l'échelle mondiale. Et vous pouvez soutenir notre travail. C'était ce que la justice signifie pour les femmes et comment la mettre en œuvre, un texte de la rédaction paru le 4 mars 2026 sur le site ONU Femmes. Qu'est-ce que l'alexithymie, cette incapacité à comprendre ses émotions? Un texte de Jimmy Bordari, Alizé Richalet et Caroline Giraudot, paru le 12 juillet 2026 dans Futura Science. Près d'une personne sur 5 rencontrerait d'importantes difficultés pour identifier et exprimer ses émotions. Appelée alexithymie, cette caractéristique n'est ni une maladie ni un trouble psychiatrique. Largement méconnue, elle peut avoir des répercussions sur les relations, la santé mentale et la qualité de vie au quotidien. Comment mieux comprendre cette réalité? Que sait-on aujourd'hui de ses origines et ses conséquences? L'alexithymie correspond à des difficultés majeures pour identifier, traiter et exprimer ses émotions. Étudié depuis plusieurs décennies dans différents champs de la psychologie, ce trait de la personnalité reste méconnu du grand public. Mieux le comprendre aiderait à l'inclusion des personnes concernées dans la société. Les émotions font partie de nous et s'imposent à nous tout en façonnant nos relations aux autres, et ce, alors même qu'elles restent souvent un mystère. Pour certaines personnes, la difficulté à les identifier et les comprendre peut avoir des répercussions sur la santé. On a souvent tendance à penser que nous comprenons plutôt bien nos émotions. Pourtant, en utilisant certains instruments de mesure, les échelles de Toronto, on estime qu'entre 17 et 23% de la population rencontre des difficultés majeures pour identifier et exprimer ses états émotionnels. C'est ce qu'on appelle alors l'alexithymie. Malgré sa fréquence, cette particularité reste méconnue du grand public, bien qu'elle puisse impacter négativement la santé mentale, les relations interpersonnelles et de façon plus générale, la qualité de vie des personnes concernées. À noter qu'à ce jour, l'alexithymie n'est pas considérée comme une maladie. Elle n'est pas mentionnée dans la dernière édition du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5, le manuel de l'American Psychiatric Association, qui classifie les pathologies mentales, ni dans la classification internationale des maladies, CIM-11, de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Étymologie et histoire du mot alexithymie. Le terme alexithymie, dérivé du grec a, sang, lexis, mot, et thymos, humeur, émotion, signifie absence de mots pour les émotions.
Il a été introduit dans les années 1970 par le psychiatre Peter Sifneos. Il désigne un ensemble de difficultés à identifier, décrire et traiter ses propres émotions. Pour illustrer cela, imaginez que l'on vous demande de décrire une couleur que vous n'avez jamais vue. C'est une situation assez proche de l'expérience vécue par une personne alexithymique lorsqu'elle tente d'expliquer ce qu'elle ressent. Des difficultés pour identifier et décrire ses émotions. Des recherches montrent que l'alexithymie est liée à des spécificités dans le fonctionnement cérébral, notamment dans des zones impliquées dans le traitement émotionnel et la conscience de soi, telles que l'insula antérieure et le cortex préfrontal. Des études par neuroimagerie ont révélé une connectivité réduite entre ces régions chez les personnes alexithymiques, ce qui pourrait représenter une piste pour expliquer, en partie, leur difficulté à identifier et traiter les émotions. 2 types d'alexithymie sont principalement identifiés. L'alexithymie primaire est considérée comme un trait de personnalité stable. Des facteurs génétiques ou neurobiologiques et développementaux semblent jouer un rôle majeur. L'alexithymie secondaire, en revanche, apparaît à la suite de traumatismes, de stress psychologiques, de maladies ou troubles de la santé mentale comme la dépression. Elle se développe plus tard dans la vie et affecte le traitement émotionnel auparavant intact. Des émotions dans la relation aux autres et dans le corps. L'alexithymie représente ainsi soit un facteur primaire de personnalité qui conditionne une réaction inadaptée au stress, soit un facteur secondaire à des situations stressantes, auquel cas elle a une valeur plus défensive. Dans tous les cas, cette déconnexion émotionnelle peut affecter les relations interpersonnelles. Il peut être difficile pour une personne alexithymique de soutenir émotionnellement un proche alors même qu'elle ne comprend pas ses propres sentiments. Pour autant, ne pas comprendre ses émotions ne signifie pas forcément que l'on est alexithymique et cela n'a pas systématiquement des répercussions sur la santé physique ou psychopathologique. Les personnes concernées savent que les émotions existent, mais elles ont du mal à les discerner ou à les exprimer. Plutôt que d'écrire des émotions spécifiques comme la tristesse, la joie ou la colère, elles parlent souvent d'un malaise général ou se sentent en décalage, sans savoir pourquoi. Parfois, elles ressentent même des symptômes physiques liés à ces émotions incomprises. Car même si elles peinent à verbaliser leurs émotions, les personnes alexithymiques les ressentent bel et bien. Ces émotions non reconnues peuvent se traduire par des symptômes physiques tels que des maux de tête, des douleurs à l'estomac ou de la fatigue, un phénomène appelé somatisation. En effet, lorsque les émotions ne peuvent être exprimées par les mots, elles se manifestent souvent alors dans le corps par des inconforts ou des douleurs plus ou moins localisées. D'ailleurs, certaines études ont montré que l'alexithymie est un facteur de vulnérabilité qui affecte l'état de santé général, favorise la dépression, l'anxiété et peut constituer un facteur de risque pour l'alcoolodépendance par exemple. Manque de chaleur émotionnelle ou mécanisme de défense? Une idée reçue est de penser que l'alexithymie équivaut à un manque de chaleur émotionnelle. Les difficultés rencontrées sur le plan émotionnel constituent 2 composantes de l'alexithymie. La première est liée à l'identification des émotions, la seconde est liée à leur description, toutes 2 associées à une 3e composante, la pensée opérationnelle ouverte sur l'extérieur. Cette dernière correspond à une façon de penser tournée vers l'opérationnel plutôt que l'émotionnel. Bien que les personnes concernées puissent sembler détachées, ce n'est pas un choix délibéré. L'alexithymie est une difficulté cognitive qui rend la reconnaissance et l'expression des émotions intrinsèquement complexes. Ces individus n'évitent pas intentionnellement leurs émotions, leur cerveau les traite différemment. Si les recherches sur l'implication du cerveau dans l'alexithymie ont pu conduire à des résultats contradictoires,
de récentes méta-analyses confortent l'hypothèse d'une base neurobiologique de l'alexithymie. Dans sa conception secondaire, elle pourrait même constituer un mécanisme de défense inconscient, utilisé pour atténuer les émotions négatives et douloureuses et ou pour contrecarrer les conséquences problématiques de certains facteurs de stress. En guérir ou apprendre à vivre avec. Bien que l'alexithymie ne soit généralement pas guérissable puisqu'il ne s'agit pas d'une maladie mais d'un trait de personnalité, au même titre que l'hypersensibilité à laquelle elle est associée, il existe des moyens de mieux vivre avec. Parmi les travaux sur le sujet, certaines études soulignent que la psychothérapie, en particulier les thérapies basées sur les compétences, montrent des résultats prometteurs. Ces thérapies aident les individus à reconnaître leurs émotions en se concentrant sur leurs sensations physiques et comportements observables. Par ailleurs, des thérapies de groupe ou individuelles peuvent apprendre aux personnes alexithymiques à observer leurs états internes sans jugement, les aidant progressivement à faire le lien entre leurs sensations corporelles et leurs émotions. Les recherches se poursuivent sur d'autres approches thérapeutiques. D'autres études s'intéressent à des thérapies moins centrées sur l'expression verbale, comme l'art-thérapie ou la musicothérapie. Ces approches pourraient offrir aux personnes alexithymiques une manière de mieux explorer et comprendre leurs émotions en s'affranchissant du côté parfois intimidant des thérapies traditionnelles. Comprendre l'alexithymie pour une vision plus inclusive. Mieux comprendre l'alexithymie, ses causes et ses conséquences est un pas vers une vision plus inclusive et nuancée de la diversité émotionnelle. Si les émotions sont universelles, notre manière de les vivre et de les exprimer est très individuelle. Reconnaître ces différences permet de créer des environnements bienveillants et soutenants pour ceux qui peinent à être en contact avec leurs émotions. Sensibiliser à l'alexithymie peut aussi aider à mieux comprendre les défis uniques que cette caractéristique implique, notamment dans les relations interpersonnelles, et essayer de cerner son origine permettrait de mieux comprendre ses effets. C'était « Qu'est-ce que l'alexithymie, cette incapacité à comprendre ses émotions ?» Un texte de Jimmy Bordary, Alizée Richalet et Caroline Giraudot, paru le 12 juillet 2026 dans Futura Science.